voir. Il y a Bien cet sûr. investissement de l'État luxembourgeois, du gouvernement pour dire on investit dans le sport, pas seulement dans le haut niveau. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio Raymond Konzemius, qui est le directeur technique national du Comité olympique et sportif luxembourgeois. Soyez le bienvenu. Bonjour. Il faut savoir que M. Konzemius est toujours le recordman du monde en titre de Luxembourg de 100 hauteur avec 2,22 m, une performance que vous avez faite en 1995 et qui tient toujours. Il a consacré ensuite une grande partie de sa carrière à l'administration du sport. Il a cofondé le Sport Lycée et donc depuis 2022, vous êtes le DTN du COSEL. Exact. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter le COSEL en quelques mots? Le Comité olympique et sportif luxembourgeois, c'est donc l'organe qui génère toutes les fédérations sportives luxembourgeoises. C'est en fait l'organe fêtier du sport luxembourgeois avec ses membres, donc 63 fédérations sportives. Ça fait combien de membres au total? En tout, il y a en fait 63 membres et puis il y a plus de 1300 clubs qui sont fédérés via les fédérations au Comité olympique. Génial. Donc on parle en fait d'une 130 000 licenciés qui sont dans le mouvement sportif, club, fédération, comité olympique. Juste en dessous d'un quart de la population. Exact, oui. Donc c'est quand même ça a une bonne très envergure, significatif. oui. Parfait. Au niveau de la structure, c'est beaucoup d'employés, c'est un gros budget. Comment est-ce que ça fonctionne? Nous, en fait, on est une petite structure. On a 9 employés temps plein. Donc, on a un budget qui tourne quand même aux alentours de 3-4 millions d'euros. La plupart de cet argent est investi dans, bien sûr, le personnel, donc les salaires du personnel, mais surtout dans les athlètes et les fédérations sportives. Oui, alors on sait que le Luxembourg est riche d'une histoire sportive. Pour ceux que ça intéresse, il y a eu quand même quelques champions olympiques. On a bien sûr eu Marc Girardelli avec ses 2 médailles d'argent. On a eu Josie Bartel, bien sûr, en 52 avec la médaille d'or sur le 1500 mètres. Joseph Alzin, qui était le premier médaillé avec une médaille d'argent en 1920. Et puis la petite surprise, Michel Théato, qui avait eu une médaille au marathon en 1900 pour la France. Mais on s'est aperçu quelques décennies plus tard qu'en réalité, il était luxembourgeois. Donc c'est vrai qu'il y a une longue histoire. Et puis plus récemment, les frères Schleck, Gilles Muller, bien sûr. On a Nishia Lian qui est en ping-pong, Dirk Bockel, Anne Kremer qui ont fait la fierté du pays. Donc parlez-nous peut-être un peu aujourd'hui, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, des champions actuels. Quels sont vos meilleurs espoirs de médailles ou quels sont les sportifs que vous poussez le plus en ce moment? Actuellement, on a vraiment une grosse surprise de développement avec Patricia van der Wecken, qui c'est quand même au top européen, voire elle gratte vraiment le niveau mondial. Et quoi, 11 secondes au 100 mètres? Oui, 11,02, donc elle est qualifiée, donc c'est vraiment un super développement dans une discipline reine des Jeux Olympiques, donc ça nous rend une certaine fierté. La médaille sera autour de quoi? Maintenant qu'il n'y a plus Florence Griffiths-Joyner, on est remonté à quoi? 11,80? Oui, on est quand même à 10,80. Oui, à 10, même 10,70, donc ça va quand même descendre. Donc il y en a quand même pas mal qui se montrent au meilleur niveau. Il y a le développement des techniques, etc. Donc oui, le niveau mondial, en fait, il y a une certaine amplitude aussi de sportifs qui courent très vite, donc ce sera déjà très difficile de rentrer en finale aux Jeux Olympiques, mais demi-finale, oui, avec Patricia. Puis il y a Jeanne Leher en triathlon, qu'on aime la nommer, qui a réalisé des bonnes performances l'année passée. Il y a Victor Bettendorf en équitation. Donc on a quand même l'un ou l'autre sportif où on vise ce qu'on appelle la finale, ou les top 10. Très bien. Alors concrètement, est-ce que cette préparation, ils restent au Luxembourg et on les soutient un peu au niveau médical, au niveau financier, ou est-ce qu'on les envoie, je ne sais pas, dans des centres d'excellence quelque part en Europe ou dans le monde? En fait, c'est très individuel. Chaque sportif, d'abord, il a son entraîneur. Là, il y a encore des ressources autour. Il y a des coopérations avec le LIPS, l'Institut de haute performance. Il y a la fédération sportive. Et c'est là où les gens développent le projet sportif. Et c'est très individuel. Jeanne Leher, elle est au Portugal actuellement.
Victor Bettenhoff, il reste chez lui en France. Patricia, elle est vraiment située au Luxembourg, mais là, elle part en stage, aussi au Portugal, puis oui, en Turquie. Donc, ils font leur stage selon leur programme, selon leur aussi priorité de programmation. Il y en a qui cherchent la hauteur, Charles Gretton, qui est actuellement auteur. Donc, c'est très individuel. Nous, en tant que comité olympique, on est un peu en deçà de cette préparation directe parce qu'on les soutient au niveau financier et via des services de support du LIPS. Parfait. Et si on remonte d'un cran vers les filières d'approvisionnement, entre guillemets, donc j'imagine que le sport lycée où vous avez passé une décennie joue un grand rôle. On a parlé un peu de l'armée aussi qui protège ou qui aide les sportifs de haut niveau à développer leur talent. C'est vrai, en fait, la base, c'est fait par les clubs et les fédérations. Et puis, ils ont la possibilité de rentrer au sport lycée. Il y a quand même une belle structure où les fédérations sont soutenues par différents services. Donc, ça, c'est la première étape. Et puis, il y a un deuxième outil très important, c'est la section sportive d'élite de l'armée, qui soutient ceux qui sont à un niveau élite ou ceux qui visent ce niveau et qui peuvent alors s'entraîner à un niveau très professionnel, à plein temps. Donc ça, c'est les structures reines. Et puis là-dessus, se greffe la structure de l'IPS pour d'autres services de double carrière, les services d'aide au niveau de la physiologie, du strength and conditioning, comme on dit. Il y a donc plein de services d'entraînement mental où les sportifs sont soutenus. Si eux, ils veulent intégrer ces structures dans leur projet. Donc, il y a toujours cette autonomie du sportif et de son coach qui sont quand même au centre de notre intérêt. Donc, on veut les soutenir dans leur projet à eux et c'est pour ça qu'on est là. Parfait. Donc, vous soulignez le rôle très très important des fédérations. Est-ce que le COSEL a son mot à dire sur les méthodes? Je pense au football par exemple. Est-ce que vous pouvez imposer aux fédérations des standards minimums pour être sûr que les jeunes pousses ont toutes les chances d'accéder au haut niveau? Notre rôle, ce n'est pas d'imposer, parce qu'on n'est pas l'expert, on n'est pas un expert dans tous les sports. Notre rôle, c'est de voir justement cette idée du projet. C'est quoi ce projet? Quels sont les facteurs limitant la performance ou quels sont les facteurs qui aident à développer la performance? Et c'est au niveau de la discussion qu'on a avec les entraîneurs, les fédérations ou les entraîneurs personnels, que nous, avec les LIPS, les experts les scientifiques, où on est en discussion et on soutient les sportifs dans leur projet. On donne des avis, parfois on juge donc aussi le projet en disant ce projet pour nous il ne vaut peut-être plus trop la peine, donc on réduit les moyens financiers. Donc on a un rôle d'analyse, d'évaluation, bien sûr, donc mais surtout on a ce rôle de soutien. Et ce rôle de soutien est celui de l'analyse. C'est parfois difficile à gérer et c'est pour ça que nous, en tant que COSEL, on est aussi un pas en deçà du sportif. On n'est pas là pour lui dire ce qu'il a à faire. En fait, les fédérations sont souveraines et le sportif également. Exactement. Et à trois, on s'organise comme ça. Il y a quelques années, Romain Schumacher du Lange, le président du club, m'avait envoyé en Islande en me disant « Tu dois aller voir ça parce que là-bas, par exemple, et je l'ai constaté en y allant, c'est interdit d'entraîner même des petits-enfants sans avoir suivi une formation UEFA. » Et j'avais vu, ils avaient un iPad, tout était noté. À la fin du cours, il appuyait sur un bouton, tous les enfants recevaient des mails avec des programmes. Est-ce que la technologie est en train de s'infiltrer dans le sport luxembourgeois également? Il y a deux éléments. Un, la qualité des entraîneurs. Donc, il y a l'INAPS, les formations d'entraîneurs, mais on n'impose pas encore. Donc, les métiers du sport au Luxembourg, c'est un grand souci. Donc, ce n'est pas très réglementé qui peut entraîner quoi. Donc, c'est un souci actuel. C'est du volontariat. C'est du volontariat. Donc, tout le monde peut faire un peu ce qu'ils veulent. Mais nous, en tant que structure officielle, aussi ministérielle que du comité olympique, on soutient quand même ceux qui suivent des formations. Donc, on est aussi soutenu par le comité olympique international ou par les fédérations internationales, comme vous avez cité l'UEFA. Donc, c'est un système qui aide quand même qu'on se développe vers une professionnalisation plus grande et surtout par des compétences spécifiques, meilleures.
Et puis, bien sûr, dans tout ça, dans les discussions, la technologie joue un rôle, c'est clair. Hein, donc, mais là, à nouveau, en général, les athlètes qui s'entraînent professionnellement et leurs entraîneurs, ils sont toujours à la recherche de technologies de pointe. C'est ça. Alors, une dernière question, vous avez atteint du très haut niveau, 2,22 m, c'est considérable, vous êtes toujours le recordman au Luxembourg. On sait que la clé en fait, de la haute performance, c'est la capacité à viser très grand. Alors est-ce qu'au Luxembourg, parfois, on n'est pas un peu victime d'un syndrome que j'appelle des jeux des petits États, où on peut aller rapidement glaner des médailles contre le Vatican, là où effectivement, comme vous dites, aux Jeux Olympiques, si on fait une demi-finale du 100 mètres, c'est extraordinaire. C'est vrai, et oui, je me plains un peu de ce constat qu'on doit faire. Et dans plein de domaines, je prends l'architecture, je prends le domaine financier, on a toujours eu le courage de viser très haut. C'est vrai. Et dans le sport, on reste un peu en deçà, et je pense qu'il faut vraiment essayer de viser très haut. Personnellement, je pense surtout dans le développement des jeunes talents, on peut développer une expertise énorme pour que tous les Luxembourgeois ou les étrangers, parce que le sport au Luxembourg, c'est un facteur d'intégration énorme, on peut vraiment viser très haut et avoir la meilleure qualité possible. Quand ça va dans le haut niveau, peut-être on va devoir se spécialiser un peu. Mais néanmoins, avec les coopérations à l'étranger, il est possible, et il y a plein de sportifs qui montrent, il est possible en tant que luxembourgeois ou quelqu'un qui vient au Luxembourg, qui se développe ici, qui obtient la nationalité luxembourgeoise, d'accéder au plus haut niveau. Il faut y croire, mais surtout il faut investir. Donc il faut mettre en place les structures. Et on trouve, ce sera le mot de la fin, un peu le même problème au niveau du vin. Je m'intéresse beaucoup aux vignerons, à notre patrimoine luxembourgeois. Et combien de fois on m'a dit, Jérôme, ça fait 10 générations, on ne va pas changer, on va rester ce qu'on est. On connaît le magazine. Alors que de l'autre côté de la frontière, vous avez dans des petits villages comme Leiven, où il y a des générations de vignerons allemands qui veulent être les meilleurs du monde. Donc c'est vraiment le mental dans ce cas-là qui fait la différence. Alors qu'en vin, on obtient des prix quand même. Hein. Absolument. Là, actuellement, je crois que les dernières années, au niveau du vin, on a montré que oui, il y a pas mal de gens qui viennent boire le bon vin au Luxembourg. Absolument. Donc là, on a réussi. On commence à réussir le cap. À oser. Et au sport aussi, il y a certains noms qui circulent sur le plan international. Mais il y a encore peut-être la politique qui doit y croire. Il y a cet investissement de l'État luxembourgeois, du gouvernement pour dire on investit dans le sport, pas seulement dans le haut niveau, mais aussi dans le sport en général, parce qu'on peut jouer un rôle important. Comme la Slovénie l'a fait, ou d'autres petits pays, ils ont réussi à utiliser le sport comme moyen de développement sociétal. Et c'est vrai qu'au Luxembourg, on l'a vu avec l'immigration italienne, espagnole, le football a joué un rôle phénoménal. Exactement. On ne peut que se réjouir de la qualification de l'équipe nationale au championnat d'Europe de football cette année. Et donc on va souhaiter bonne chance à tous les champions luxembourgeois aux Jeux Olympiques. Comme on dit ici, Routlive, Hulze. Yeah. Merci beaucoup. Merci à vous.